Bonjour. Aujourd'hui, je voulais parler de la persécution localisée, notamment dans le harcèlement électromagnétique et en réseau. Le réseau local existe. C'est plutôt le cas dans ma situation, parce que quand je pars de chez moi assez loin, il y a une très nette baisse de la persécution, des attaques électromagnétiques. Ce qui est loin d'être le cas pour beaucoup de personnes ciblées par ce dispositif. Donc en fait, ce dont je voulais parler aujourd'hui, j'ai mis quand même un point d'interrogation dans persécution localisée parce qu'il y a quand même des... Quand je suis loin de chez moi, il arrive quand même des moments où je ressens des douleurs, où je suis perplexe quant à d'éventuelles attaques ou non, à savoir si c'est mon cerveau qui, qu'anticipe les attaques, ou si réellement il y a des attaques quand même, sachant que c'est quand même moindre par rapport à ce que je peux connaître chez moi. Et donc j'ai récemment pris un peu de congé, et justement je voulais faire un peu le point, parce que j'en ai profité quand j'étais absente d'observer ce qui se passait à plus de 1000 km de chez moi, et essayer de savoir quand même si voilà, il y avait des attaques ou pas, et comment mon corps récupérait quelque part. Et en fait, je me suis aperçue, et ça c'est plutôt positif, qu'il y avait des choses qui se remettaient en place assez vite. J'avais aussi des doutes quant à savoir ce qui était dû chez moi aux attaques ou à peut-être des problèmes physiques indépendants du harcèlement, ce qui peut arriver aussi, surtout que j'ai été malade. Et je me suis aperçue que j'avais sous-estimé sans doute la portée des attaques. Puisque après quelques jours d'éloignement, alors les premières nuits ont été un peu chaotiques, hein, c'est normal à chaque fois. Je pense que le cerveau garde d'enregistrer de manière traumatique, on pourrait dire, les attaques, surtout que quand c'est des attaques qui durent depuis des années. Et à un moment donné, il se rassure. Voilà. Il se rassure et donc, du coup, vous dormez de mieux en mieux. Et en fait, j'ai été surprise de la... Et à chaque fois, parce que c'est pas la première fois que je m'éloigne de chez moi, à chaque fois, je suis surprise par la vitesse de récupération de, on va dire, de certaines motricités ou comment dire, changements dans le corps. J'ai le visage qui dégonfle après plusieurs jours. Je retrouve aussi une certaine vue, le ventre qui dégonfle aussi, le transit qui redevient pour le coup normal, le sommeil qui reprend ses droits aussi, je dors énormément. Donc voilà, il y a une espèce de remise en place comme ça du corps, un réapprivoisement aussi de la normalité qui se fait assez vite. La seule chose que je ne récupère pas, c'est la fatigue. La fatigue, j'ai beau dormir, pour le coup, hein, je fais des grosses nuits, je peux faire des siestes dans la journée, je suis toujours fatiguée. Je pense que c'est, comme le disent beaucoup de médecins et spécialistes du sommeil, un sommeil ne se stocke pas. On ne stocke pas le sommeil. Quand on a perdu une nuit, quand on en a perdu deux, quand on en perd des dizaines, on peut pas... On aura beau dormir après, on ne récupérera pas. Quand on développe une sorte d'épuisement chronique, ce qui est mon cas, suite à une privation de sommeil quand même importante, je ne pense pas qu'on puisse récupérer. Cela dit, on se sent quand même mieux après avoir dormi 10 heures qu'après avoir dormi 2 heures, bien évidemment. Alors j'ai conscience d'avoir de la chance par rapport à d'autres personnes ciblées, hein, d'être privilégiée quelque part quand je pars de chez moi, et d'avoir une baisse progressive des attaques. Mais j'ai encore un doute, d'où le point d'interrogation dans le titre de la vidéo.
parce qu'il m'est arrivé de ressentir notamment quelques douleurs, comme quand j'étais chez moi. Par exemple, des douleurs dans la paroi orbitale droite, là. C'est une habitude qu'ils ont prise depuis quelques mois, puisqu'ils changent de méthode aussi. Hein. Je parle des harceleurs. Et j'ai ressenti ça à un moment donné quand j'étais loin de chez moi. Et je me suis demandé si c'était une attaque ou pas. Il y a eu des douleurs dans les jambes aussi à un moment donné. Donc est-ce que c'était... Parce qu'on peut avoir des douleurs, on peut être harcelé, bien sûr, le harcèlement électromagnétique fait énormément de dégâts, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des douleurs indépendantes aussi. Et donc, cela dit, avec les années, on arrive à faire le distinguo entre les douleurs qui sont dues au harcèlement et les douleurs qu'on pourrait avoir, comme toute personne peut avoir des douleurs à des moments donnés. Et là, je me suis demandé si c'était pas... le cerveau est quand même complexe, et je me suis aperçue que ces douleurs-là, je les ai ressenties à un moment donné où je pensais au harcèlement. Voilà. Il suffit que quelque chose m'amenait à y penser, et paf, j'avais une douleur comme par hasard qui arrivait. Donc, je ne sais pas si c'est le cerveau qui a développé quelque part cette espèce comment dire, de traumatisme qui fait que c'est la manière dont ça réapparaît après. Je pense souvent aux personnes qui sont agressées physiquement de manière très violente. Généralement, ces personnes-là, traumatisées forcément, voient leur agresseur dans les jours qui suivent leur agression. Elles le voient partout. Elles le voient dans la foule, elles le voient dans un magasin. Voilà, le cerveau développe une image de l'agresseur suite au traumatisme que les personnes ont vécu. Et là, comme dans notre cas de personnes ciblées, le harcèlement n'est pas visible et pas audible. Je pense que c'est la manière pour le cerveau qu'il a de matérialiser le harcèlement dans le traumatisme, c'est de se rappeler la douleur en quelque sorte. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être les harceleurs qui me font un petit pied de nez en me faisant sentir que même à distance, s'ils veulent, ils peuvent m'attaquer et m'envoyer des ondes. Voilà. Ce qui serait possible aussi, étant donné le nombre de personnes ciblées qui le sont partout où elles se trouvent. Voilà. Donc, je continue d'observer et je voulais surtout noter le côté positif de la récupération assez rapide. Voilà. Et c'est plutôt bénéfique quand même de penser qu'on peut récupérer de certaines choses et assez vite. Et même au niveau mémoire, hein, je me suis vue me rappeler, on a l'esprit moins brouillon, on est moins dans le brouillard. Les choses sont plus claires, on réagit de manière plus vive, voilà, on a l'esprit plus fluide, on répond aux questions. Voilà, quand je suis harcelée chez moi, bon, j'ai du mal à répondre à des questions, enfin je sens que je peine, mais c'est dû aussi aux nuits difficiles. Mais quand ça s'arrête, on retrouve quand même pas mal du comportement qu'on avait avant le harcèlement. En tout cas, pour mon cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je voulais le stipuler, parce que des notes positives, il n'y en a pas beaucoup, d'autant plus en ce moment. Et je voulais préciser aussi que je parlerai des harceleurs de manière moins précise qu'avant, parce qu'il s'est passé, avant que je parte en congé, une petite altercation nocturne. Il y avait du nombre. Hein, et du coup, je préfère rester prudente par rapport à mes propos là-dessus. Hein. J'avais déjà eu, il y a quelques années, un voisin m'avait averti que j'étais sous le coup quand même d'un appel à la mairie et de la police fait par d'autres voisins pour tapage, puisque c'est très facile hein, pour les harceleurs de vous priver de sommeil pendant plusieurs nuits, puis de vous faire passer pour une folle, alors qu'en fait,
n'importe qui, hein, privé de sommeil et sous le coup des douleurs par onde, réagirait de manière, je veux dire, euh, comment dire, euh, pas de manière violente, parce que je réagissais pas violemment, mais aurait des propos, en tout cas, euh, peut-être d'un volume un peu plus important qu'une personne qui dort normalement. Voilà, tout ça pour souligner encore que c'est très facile de faire passer une personne seule en la torturant, de la faire passer pour la folle du quartier. Hein. Dans toute l'histoire de l'homme, ce genre de procédé s'est toujours appliqué. Avec la haute technologie, bah, ça permet certaines perversités d'arriver à leur paroxysme, hein, sans compter le sentiment de toute puissance aussi qui arrive à des sommets, lui aussi, j'imagine. Voilà. Donc, bah, ça fait que je n'ai pas envie de terminer hein, en hôpital psychiatrique comme c'est arrivé à d'autres personnes ciblées, hein, puisque apparemment il semblerait que sur seule décision du maire, on puisse se retrouver interné. Donc je reste prudente et puis je conserve néanmoins mes hypothèses, les quelques certitudes que je peux avoir aussi. Voilà. Alors par contre, quand on est ciblé de manière localisée, qu'on s'éloigne, c'est bien. Mais quand on rentre, par contre, ben voilà, ça recommence. Sur les chapeaux de roue, hein, parce que, comme si les harceleurs étaient pressés de vous retrouver. Alors, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, qui ne seraient pas au courant du procédé vraiment du harcèlement et de ce qu'il en retourne, et qui se poseraient la question de pourquoi ne pas déménager si le harcèlement est localisé, je répondrais que si le harcèlement ne me poursuit pas quand je suis en congé pour quelques semaines, si je me réinstalle par contre dans un logement de manière fixe et stable, là le harcèlement se remet en place. Voilà, c'est le problème. Donc je suis quelque part piégée, sachant que je dois aussi dormir quelque part. Je ne peux pas toujours être en congé. Donc je suis obligée d'habiter quelque part et donc je suis obligée de retourner dans un endroit fixe. Et à partir du moment où je me fixe dans un endroit, eh bien le harcèlement reprend. Donc vous faites ça dans un logement, dans deux logements éventuellement, mais le troisième, vous y restez, quoi, parce que vous savez que il n'y aura pas de quatrième et que s'il y a un quatrième, ça recommencera. Donc vous restez dans le logement où vous êtes et en l'occurrence où vous êtes obligé de retourner parce que c'est là que vous vivez tout simplement et qu'il faut bien dormir quelque part. Et là, le harcèlement reprend avec les tirs d'onde, avec la privation de sommeil. Voilà, juste avant de faire cette vidéo, j'ai essayé de me reposer un peu, mais j'ai eu une violente nausée là, qui a duré quand même suffisamment longtemps pour que ça me mette l'estomac dans les talons. Là, ça va un petit peu mieux. Et les nuits sont ce qu'elles sont. Hein, voilà, c'est le pouvoir de faire dormir quelqu'un au compte-gouttes, hein, de lui laisser un peu de sommeil le soir, un peu de sommeil le matin, surtout quand on sait que la personne doit se lever pour aller travailler, donc forcément on la laisse dormir un petit peu avant, et puis sinon le reste de la nuit, on fait en sorte que ça soit difficile pour elle. Les tirs de la nuit, les tirs d'onde me concernant sont subtils, voilà. Et ça n'en demeure pas moins qu'ils sont très dangereux pour la santé, je pense, puisque je pense que quelqu'un qui ne connaîtrait pas le harcèlement électromagnétique et qui serait réveillé de cette manière ne se douterait pas hein, qu'il est réveillé par ondes. C'est vraiment des ondes subtiles, c'est pas douloureux. Voilà, les ondes douloureuses, j'en ai. Hein. Les ondes qui font sursauter aussi, j'en ai. Mais j'ai pas... la nuit, c'est des ondes subtiles, alors ça doit directement être relié au cerveau,
Et donc c'est directement que ça me réveille en fait. Voilà. Malgré la subtilité des envois, je dirais. Et je reviens juste pour dire que quand je suis chez moi, et c'est ce qui me fait penser que les douleurs que j'ai eues, les quelques douleurs que j'ai eues en étant éloignée de chez moi n'étaient pas forcément dues à des attaques des harceleurs directement. C'est que quand je suis chez moi, c'est action-punition. Hein. C'est le processus action-punition. Suivant certaines actions que je vais faire, je vais avoir un châtiment correspondant. Encore une fois, j'ai affaire à des personnes qui sont dans la toute-puissance. Et donc qui ont décidé qu'elles étaient autorisées à vous châtier quand vous faites quelque chose qui ne leur plaise pas. Ou parce qu'elles l'ont décidé, voilà. C'est un peu la place du Dieu sur Terre. Hein. Et avec le matériel qu'elles ont entre les mains, elles peuvent bien se permettre de le penser. C'est-à-dire, par exemple, quand je téléphone, ça va être essentiellement des bâillements, des chats dans la gorge pour m'empêcher de parler à mon interlocuteur, à mes interlocuteurs. Quand je fais la vaisselle, c'est essentiellement des démangeaisons faciales ou de la gêne dans les yeux. Quand je suis dans ma chambre ou dans la salle d'eau, ça va être des hostilités sonores et des douleurs, ainsi de suite. Voilà. Donc à chaque action correspond une réaction. Ils vont sans doute changer de procédé par la suite, puisque là, j'en parle, et généralement quand je débusque ce genre de choses, ça ne leur plaît pas quand on réussit un peu à catégoriser la façon dont ils fonctionnent, ils changent de procédé. Donc, alors que quand j'étais pas chez moi, les douleurs elles sont un peu intervenues au hasard. C'était pas à des moments T, c'était pas suivant ce que je faisais. Je pouvais prendre mon téléphone sans qu'il se passe rien. Chez moi, dès que je prends mon téléphone, il va se passer quelque chose. Avec la télé, il va se passer quelque chose aussi. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Alors que loin de chez moi, c'est pas, les douleurs ne sont pas intervenues à des moments T, ce qui me laisse penser, encore une fois, que c'était plutôt mon cerveau qui était en train de ressortir quelque part les restes, on va dire, les séquelles de quand j'étais chez moi, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Après ces quelques observations qui me semblaient quand même judicieux de relever loin de chez moi. Je voulais terminer aussi par rendre hommage à Eddie Maureen. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors c'est comme Anne Caspar, hein, qui est décédée récemment. En fait, il m'avait invité sur Facebook et j'avais pas répondu parce que j'ai beaucoup d'invitations et j'ai pas forcément le temps de consulter les profils en fait. Et j'ai vu hier qu'il était décédé et j'ai vu en fait, il m'avait invité comme ami, donc c'était une personne ciblée, comme Anne Caspar. Il y a beaucoup de personnes ciblées qui disparaissent. Parce qu'elles sont décédées, mais il y en a aussi qui disparaissent, disons plutôt qu'elles se volatilisent. Des personnes ciblées en France et ailleurs, hein, qui sont très actives sur les réseaux sociaux et qui, à un moment donné, on n'en entend plus parler, donc soit elles sont décédées aussi, et il n'y a personne pour le vérifier quelque part, il n'y a pas de message, soit le harcèlement les a lâchés, ce qu'on espère pour elles, et dans ce cas-là, elles n'ont qu'une envie, c'est de se retirer de tous les réseaux et tout pour enfin vivre convenablement, ce qui peut se comprendre. Soit je sais pas, il y a un deal peut-être avec les harceleurs. Il y en a qui parlent de ça, voilà, une espèce de deal des fois, des personnes ciblées avec les harceleurs qui décident que les harceleurs qui disent voilà, si tu te mets avec nous, on te laisse tranquille. Ou bon, moi je sais pas, hein, perso, j'ai pas d'avis sur le sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes
qui se volatilisent, voilà, et dont on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et tout comme il y a en face, quasiment tous les jours, de nouvelles cibles qui apparaissent. Voilà. Donc c'est comme si c'était un roulement de personnes ciblées. Je pense quand même que statistiquement, on est de plus en plus nombreux, hein, à subir ce type de harcèlement, hein, de torture à distance par onde, de harcèlement en réseau, de contrôle mental par toutes sortes de procédés technologiques dont beaucoup nous échappent encore. Voilà. Mais il y a effectivement ce côté de cible qui disparaît et de cibles de cibles qui disparaissent et de cibles qui apparaissent. Voilà. Pour finir, on a décidé avec quelques personnes ciblées d'envoyer des témoignages audio à des journalistes indépendants. Alors, ça arrive au moment où on apprend, parce que c'est à la une des médias en ce moment, que la journaliste de Disclose, Ariane Lavrieux, a été inquiétée par les renseignements parce qu'elle se dévoilait une affaire franco-égyptienne. Voilà. Donc Disclose, ça fait partie des adresses auxquelles on va envoyer les témoignages, mais forcément, ça n'aide pas à être rassuré par rapport à un éventuel dévoilement du harcèlement électromagnétique et en réseau, parce que si quand il y a des journalistes qui décident de dévoiler des affaires et ils se retrouvent au poste de police ou inquiétés par la DGSI, c'est quand même... ça donne un peu une idée du climat dans lequel on vit, le climat d'omerta dans lequel on vit, et ça ne sera pas facile pour nous de convaincre non seulement les journalistes qu'il y a un harcèlement qui sévit, particulièrement dangereux, hein, pour la santé de centaines de personnes en France, peut-être des milliers, en tout cas il y en a au moins des milliers dans le monde. Et non seulement ça ne sera pas facile de convaincre les journalistes, mais encore faut-il, après, admettons qu'on réussisse à les convaincre, à en convaincre certains, il faudra encore qu'eux, ensuite, ils puissent enquêter sans être, être mis sous la contrainte, être obligés d'arrêter parce qu'il y aura des intimidations de faits contre eux, quoi. Ça fait beaucoup quand même. Alors non seulement le harcèlement électromagnétique, le matériel de haute technologie qui est utilisé contre nous, il n'a pas de statut concernant les autorités, mais en plus, si jamais il en avait un, de toute façon, il faudrait franchir la barrière d'intimidation qui consiste pour les protagonistes, les acteurs, on va dire, du harcèlement, certains acteurs en tout cas, à mettre des barrières pour empêcher que ça soit divulgué, quoi. Parce que si c'est le cas pour d'autres affaires, et sachant que ça fait des années qu'on cherche à prouver que le harcèlement électromagnétique existe, il y a forcément des personnes haut placées qui ont décidé qui sont au courant du phénomène et qui ont décidé de mettre leur veto souterrain pour éviter que ça se sache. Voilà. Cela dit, je reste convaincue qu'il existe aussi des personnes haut placées qui sont intègres, et c'est ces personnes-là qu'il faut atteindre, voilà, dans un premier temps. Donc on y croit. Mais c'est vrai que les nouvelles en ce moment au niveau médiatique et de ce qui se passe envers les journalistes qui cherchent à dévoiler des affaires
quand même assez difficile au niveau étatique, hein, ben, ça redonne pas vraiment espoir, quoi. Et on va faire en sorte quand même d'y croire. Voilà. Ben, bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.